Le Paris Saint-Germain écrase tout en championnat de France, en Ligue 1 et même en Coupe de France depuis l'arrivée de Luis Enrique. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que sur les deux dernières saisons en Ligue des Champions, c'est un petit peu plus corsé. Yo la famille CBR10, vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on se retrouve donc pour le mercato parfait du Paris Saint-Germain, pour ce mercato d'hiver 2024-2025, avec comme objectif de faire performer le club en Ligue des Champions. Comme je vous le disais en introduction, voilà, depuis que Luis Enrique est là, ça se passe très bien d'un point de vue national, mais internationalement, on l'a vu dans une vidéo dernièrement sur les 10 problèmes du PSG cette saison, on a du mal à la finition par exemple en Ligue des Champions, mais pas que, je trouve qu'il nous manque un supplément d'âme, il nous manque quelque chose, un petit plus en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, quand on va dire le rythme est un petit peu plus compliqué que dans le championnat de France, et donc je pense que cet hiver, le Paris Saint-Germain va devoir bouger. On se rappelle que l'hiver dernier, on avait notamment acheté Moscardo et Beraldo. On avait donc fait des paris sur la jeunesse, sur le futur du football brésilien. Bon, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas envie d'enterrer Beraldo et Moscardo, on en reparlera par la suite. Mais on va dire que ça n'a pas non plus été les plus gros succès de l'histoire du club. Donc pour ce mercato parfait, j'ai, on va dire, diagnostiqué quelques besoins. Le premier, c'est de renforcer chaque ligne, défense, milieu, attaque, pour avoir, on va dire, encore plus de compétitivité au sein de cet effectif. Parce que le deuxième objectif, c'est d'amener de la concurrence. Je trouve qu'il y a trop de joueurs à des postes clés qui sont un petit peu, on va dire, en dilettante, qui n'ont pas, on va dire, un concurrent vraiment véritable, qui les force, on va dire, à se dépasser à chaque entraînement pour performer le week-end, et ça pour moi c'est un vrai problème. Le troisième objectif de ce mercato, ça va être de saisir les opportunités de marché, parce que je vous le rappelle, un mercato d'hiver c'est plus, on va dire, saisir des opportunités, contrairement à un mercato d'été où là vraiment tu construis véritablement ton effectif. Un mercato d'hiver c'est bien plus opportuniste, c'est un petit peu différent, on va dire. Tu vas pas aller chercher des Cristiano Ronaldo, des Neymar, des Lionel Messi, ça marche pas comme ça lors du mercato d'hiver. Et enfin le dernier objectif, ça va être de gérer les départs, gérer les prêts, etc. Puisque c'est bien de recruter, mais il faut aussi savoir libérer des joueurs qui en ont besoin. Donc voilà, installez-vous bien la famille, j'espère que vous allez vous régaler. J'aimerais bien atteindre la barre des 2000 pouces bleus sur cette vidéo. Si vous en êtes capable les amis, là va falloir que tout le monde écrase ce bouton like, parce que 2000 pouces bleus c'est un très gros objectif. Donc voilà, je vous fais confiance, et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, puisque vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Ça se trouve, vous pourrez déjà être aux 100 000 abonnés si tout le monde s'abonnait. Donc voilà, abonnez-vous. Faire un mercato, c'est donc faire des paris, soit sur la jeunesse, soit sur des joueurs à relancer, soit sur des joueurs indésirables. Bref, en tout cas, tu dois prendre des risques, tu dois un petit peu écouter ton instinct. Et ben, c'est la même chose pour les paris sportifs. Et donc, cette vidéo est sponsorisée par TheBet, la famille, par mon partenaire de paris sportifs. Je vous le dis directement, je parle que aux personnes majeures et responsables, même si t'as 18, 19, 20 ans. Si t'as pas encore beaucoup de sous, si 5, 10 euros pour toi c'est énorme, ne parie pas frérot. Pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui veulent se faire kiffer, qui veulent parier sur les prochains matchs du Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à le faire sur TheBet la famille avec mon code BR10. Votre premier pari sur TheBet est doublé en free bet jusqu'à 100 euros. Donc c'est-à-dire tu paries 30 euros, que ton pari soit gagnant ou perdant, tu recevras 30 euros de free bet avec le code BR10. Donc voilà, le lien est en description, le lien est en premier commentaire aussi. N'hésitez pas à vous inscrire sur TheBet avec mon code BR10. Moi, ça me permet tout simplement d'espérer de pouvoir vivre de YouTube. Là, actuellement, je suis donc à Koh Tao, la famille. Je suis en voyage, donc je suis en Thaïlande actuellement. Je rentre à Noël. Donc voilà, ça me permet aussi de voyager, etc. Voilà, vous me faites kiffer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire avec le code BR10 sur TheBet. Merci à tous ceux qui le feront. C'est un vrai kiff et je vous souhaite donc un excellent visionnage. On est parti pour ce mercato. On commence par les gardiens de but les amis, bien évidemment si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous le savez, je commence à en avoir marre de Gianluigi Donnarumma, mais je pense que cet hiver on ne pourra pas le laisser partir. J'ai souvent défendu Gianluigi Donnarumma depuis son arrivée au PSG, notamment sur l'action avec Karim Benzema lors du match face au Real Madrid. Pour moi il y avait faute sur Donnarumma, donc j'ai trouvé ça un petit peu dur qu'on lui en veuille pour ça. Par contre, je trouve que ça fait 3 ans qu'il ne progresse pas sur ses défauts, on va dire, en Ligue des Champions. Supporter la pression, le jeu au pied et les sorties aériennes. C'est vraiment des défauts qui sont beaucoup trop importants, je trouve, pour un gardien du football moderne. Ça aurait été un excellent gardien dans les années 90, dans les années 2000, Donnarumma, quand c'était un football différent. Désormais, il te faut un vrai gardien capable de jouer au pied, capable de sortir, capable de rassurer une défense. C'est un football désormais où tu ne peux pas te contenter d'avoir un gardien qui est simplement monstrueux sur sa ligne. C'est bien plus que ça le poste de gardien de but. Et donc Donnarumma est un bon gardien, mais pour moi ça ne sera jamais un top gardien qui peut te faire remporter la Ligue des Champions par exemple. Petit point statistique
statistiques pour appuyer mes propos, Donnarumma a disputé 28 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière et sur les 28 matchs, seulement 5 clean sheets, soit à peine 18%. Alors bien entendu, les clean sheets, c'est pas que de la faute du gardien, c'est de la faute de la défense aussi, on est tous d'accord là-dessus. Mais on va dire que c'est quand même révélateur d'un manque de sérénité défensive dans cet effectif du PSG. Donc pour moi, il y a un vrai problème au poste de gardien de but, mais ça, on le réglera lors de mon mercato parfait de cet été, parce que donc pour ce mercato d'hiver, je garde Donnarumma, je garde Savonov le second gardien, et j'envoie en prêt Arnaud Tenas dans un club de Ligue 1 pour qu'il puisse s'aguerrir, continuer sa progression et pourquoi pas devenir un gardien important lors des 2-3 prochaines saisons au Paris Saint-Germain. On arrive donc sur la défense et là je pense que vous allez être d'accord avec moi, je vends Milan Skriniar, soit en prêt avec une option d'achat, soit directement une vente. Ça a été une vraie erreur de casting la recrue de Milan Skriniar, le recrutement de Milan Skriniar, même si ça a été un excellent défenseur sur les dernières saisons en Serie A, son corps l'a véritablement lâché et on ne le reconnaît plus. Il est vraiment lourd, il a du mal à, on va dire, avoir une mobilité d'un joueur professionnel. Bon, il a fait quelques bonnes apparitions quand même, il n'a pas tout acheté lors de son passage au Paris Saint-Germain. Mais quand on l'avait recruté, c'était surtout pour un objectif, c'était pour cette capacité à s'imposer dans les duels aériens. Ça a totalement raté au Paris Saint-Germain. Heureusement, cet été, on a recruté Willian Pacho, qui est tout simplement exceptionnel, qui est une des meilleures recrues, je trouve, on va dire, sur ses débuts au Paris Saint-Germain depuis bien longtemps. Il est tout simplement bluffant et je suis très content de son apport au Paris Saint-Germain. Je suis très content de sa venue. Milan Skriniar un petit peu moins, donc forcément je le laisse partir. Concernant le cas Beraldo, je lui donne encore 6 mois dans l'effectif du PSG et cet été, s'il a toujours pas progressé, s'il est toujours autant irrégulier et aussi peu rassurant, même si parfois il joue pas à son poste, etc. On va dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont en sa faveur, mais le résultat est qu'il n'a pas le niveau actuellement pour être un joueur important au Paris Saint-Germain. Donc je lui donne encore 6 mois, je lui laisse finir la saison et si ça continue comme ça sera un prêt ou une vente lors du prochain mercato. Ce qui est intéressant en défense, c'est qu'il y a le retour de Lucas Hernandez, de Presnel Kimpembe normalement dans les prochaines semaines, si Presnel Kimpembe est encore un joueur de football. Moi, si vous me connaissez, vous le savez, Kimpembe c'est un de mes défenseurs préférés, donc voilà, j'attends vraiment son retour avec grande hâte. Un vrai amoureux du club, moi j'adore ce genre de joueur et puis c'est un vrai guerrier, c'est un mec qui t'amène énormément d'agressivité, de combativité en défense et ça nous manquait, on va dire, par moment, même si Marquinhos a vraiment progressé de ce point de vue là. Mais ce qui est surtout intéressant dans le retour de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe, c'est qu'ils vont parfaitement s'adapter à ce système de 3 défenseurs de Luis Enrique. Là où on sait que Nuno Mendes est un petit peu bridé, même s'il est excellent offensivement, défensivement dans les grands matchs il a un petit peu plus de mal, et ce rôle de 3ème défenseur central côté gauche de Nuno Mendes lui convient un petit peu moins, c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer quand on aura Kimpembe, Lucas Hernandez, Nuno Mendes et Lucas Beraldo pour ce poste de défenseur central côté gauche. Ça va être hyper intéressant à suivre. Peut-être qu'on va changer de système, Nuno Mendes sera un petit peu plus haut, je ne sais pas. J'ai hâte de voir comment Luis Enrique va un petit peu modeler tout ça. Mais en tout cas, il va y avoir une vraie concurrence. Concernant le côté droit, Achraf Hakimi fait une saison extraordinaire. C'est selon moi peut-être le meilleur parisien de cette saison, avec João Neves peut-être. En tout cas, il est vraiment extraordinaire. Mais quand même, c'est vrai qu'il n'a pas de concurrence. C'est vrai que derrière lui, tu as juste Arthur Zaguet. C'est un petit peu léger, un jeune du centre de formation qui apporte pas grand-chose. Moi, j'aimerais bien mettre un latéral qui est capable de suppléer à Achraf Hakimi en cas de blessure ou même de faire tourner et qui est capable aussi de jouer soit un petit peu plus haut comme Achraf Hakimi, soit qui est capable de jouer latéral gauche. Donc j'ai pensé à plusieurs joueurs pour répondre à ces différents critères. Le premier, c'est un choix, on va dire, de rêve. Très compliqué à aller chercher, mais pourquoi pas le tenter, même si lors d'un mercato hivernal j'ai du mal à y croire. C'est Andrea Cambiasso, donc le latéral droit, latéral gauche de la Juventus Turin, qui est capable de jouer piston, qui est capable de jouer ailier, mais qui a un vrai latéral offensif, on va dire. Alors ça serait très intéressant d'aller le chercher, il coûte 35 millions d'euros, mais j'ai du mal à y croire, comme je vous le disais, pour cet hiver. Même si on sait jamais, parce que la Juventus Turin, c'est pas le club le plus stable financièrement, donc peut-être qu'ils ne pourront pas refuser un gros chèque, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme le prouvent ses statistiques, il a joué 48 matchs milieu droit, 47 matchs arrière gauche, 45 matchs milieu, 43 matchs milieu gauche, 28 matchs arrière droit, etc. Et comme le montre Sitemap sur cette saison de Serie A, c'est un joueur qui est capable de jouer des deux côtés, qui est tout simplement excellent. Au moment où je tourne la vidéo, il vient de y avoir Italie-France, donc en plus vous venez de le voir marqué face à l'équipe de France, mais en Serie A il est tout simplement excellent. Donc voilà, ça c'est un petit peu le choix de rêve. Dans un second temps, un choix un petit peu plus réaliste, une opportunité de marché, comme je vous le disais, comme dans un vrai mercato hivernal, c'est Sacha Boey, le défenseur latéral droit du Bayern Munich, qui je trouve pourrait apporter quelque chose vraiment de différent d'Achraf Hakimi dans cet effectif. Alors c'est un joueur qui a des qualités et des défauts. On va commencer par les qualités. Premièrement, il connaît déjà la pression de la Ligue des Champions avec Galatasaray, avec le Bayern Munich. Il connaît aussi la pression des grands clubs, puisque le Bayern c'est un club en Allemagne
bah c'était un petit peu scruté, c'est très compliqué, t'as pas le droit à des mauvaises performances. C'est un petit peu la même chose au Paris Saint-Germain en France, donc ça c'est un vrai bon point. Il peut t'apporter directement de l'expérience au haut niveau, et ça c'est pas rien non plus, surtout dans un vestiaire parisien qui est très très jeune. Secondement, c'est un joueur français, donc pour l'intégration dans le vestiaire, bah, c'est bien plus simple parce qu'on a un vestiaire quand même qui est de plus en plus francophone. En plus de ça, ça reste un bonus pour les listes UEFA, Ligue des Champions, etc. Il te faut toujours un minimum de joueurs français, donc ça t'apporte un français en plus et c'est pas négligeable, hein, c'est un vrai bonus intéressant. Troisièmement, il connaît la Ligue 1, il connaît déjà le championnat avec ses passages à Dijon et à Rennes. Donc tu n'auras pas cette période d'adaptation qui peut être un petit peu longue quand tu arrives en Ligue 1, quand tu sous-estimes un petit peu ce championnat. Non, là, il sait que la Ligue 1 c'est compliqué, il va venir, il va pouvoir directement s'adapter rapidement. Ça, je trouve que c'est un vrai bon point. Et c'est un joueur qui a des vraies qualités footballistiques. Donc, il a la combativité, il a la polyvalence. Il peut jouer défenseur droit, il peut jouer troisième défenseur central dans une défense à 3. Il a déjà dépanné 2 ou 3 fois en arrière gauche. Il me fait un petit peu penser à Mukiele lorsqu'il était au PSG. Ce genre de défenseur polyvalent, très bon défensivement, très dur sur l'homme. Mais Sacha Boey, il a une petite qualité technique supérieure, je trouve, à Nordi Mukiele. Mais on va dire dans les profils, c'est assez similaire. Et moi, personnellement, j'adorais Mukiele au PSG. Mais par contre, c'est vrai que si vous connaissez Sacha Boey, vous le savez, c'est un joueur qui a tendance à avoir pas mal de blessures. Comme le montre sa fiche Transfermarkt, bah voilà, là, il est actuellement blessé. Il s'est blessé pas mal de fois depuis son arrivée au Bayern Munich, ce qui lui a vraiment empêché de s'imposer. Il n'a pas pu vraiment montrer ce qu'il savait faire au Bayern, il a très très peu joué. Voilà, énormément de blessures, c'est un risque à prendre. Pourquoi pas un prêt avec une option d'achat à 15 millions d'euros. Si ça se passe bien, on lève l'option d'achat cet été. Si ça se passe mal, bah on le renvoie au Bayern Munich et ils vont essayer de lui trouver une autre porte de sortie. Personnellement, je trouve ça intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive sur les milieux de terrain, notre baby milieu de terrain si on peut dire ça comme ça, parce que voilà, c'est des joueurs assez jeunes. João Neves, recruté cet été, excellent joueur, peut-être le meilleur parisien, qui est tout simplement une recrue incroyable dont je vous ai déjà parlé il y a plus d'un an lorsqu'il était pisté par Manchester United. Vitinha, qui la saison dernière a été monstrueux, cette saison c'est un petit peu plus irrégulier. Mais là on l'a vu en sélection, encore une fois, il a été très très bon, 2 passes décisives en 45 minutes, etc. Moi c'est un joueur dans lequel je crois énormément, je suis dans le train Vitinha et je peux dire que je suis dans le premier wagon. Et le troisième, bien évidemment, le crack Warren Zaïre-Emery, le crack du centre de formation. En ce moment sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup de gens lui taper dessus, etc. Les gens ont la mémoire courte, c'est un truc de fou, le mec a 18 ans. La saison dernière, si on va en demi-finale de Ligue des Champions, c'est uniquement grâce à lui, parce qu'il met des buts ultra importants en phase de groupe. Les gens ont déjà oublié ça, alors que le gamin, il nous avait sauvé à 17 ans d'aller en Europa League. Et cette saison, bah, y a des moments où il est moins bon. Mais c'est normal, il a 18 ans. On fait que de vous le dire, les joueurs de 18 ans, il y a des moments où ils vont être bons, il y a des moments où ils vont être moins bons. C'est normal, ça fait partie de leur apprentissage. Et en ce moment, d'ailleurs, Warren Zaïre-Emery est très bon. Moi, c'est un joueur que j'adore et je ne supporte pas de voir des gens le critiquer comme ça à foison sur les réseaux sociaux. Tu peux dire à la fin d'un match, bah, Warren Zaïre-Emery n'a pas été bon aujourd'hui. C'est le cas, il le sait, enfin tout le monde le sait. Mais dire ouais, il a pas le niveau pour le PSG, ouais, il devrait pas être titulaire aussi souvent, etc. Moi ça me fane, vraiment je trouve ça vraiment bête de dire ça, surtout que bah, c'est un joueur en plein apprentissage, qui est en plein développement et qui va devenir un monstre au milieu de terrain, un des meilleurs milieux de terrain si ça se trouve au niveau européen. Et bah pour ça, pour qu'il atteigne 100% de ses capacités, 100% de son potentiel le plus rapidement possible, bah ça passe par quoi? Ça passe par le fait de le faire jouer. Et ça Luis Enrique il le sait, donc il le fait jouer, et ceux qui ne comprennent pas ça, j'ai du mal à vous comprendre, mais c'est vrai que dans ce milieu de terrain, je trouve que ça manque d'un profil différent, d'une concurrence, peut-être plus une sentinelle, vous voyez ce que je veux dire, un joueur grand capable de gagner des ballons défensivement tout en ayant une qualité technique. Certes, sur le banc, on a Mayolu, on a Fabian Ruiz, mais je ne retrouve pas, on va dire, ce profil que je recherche, ce vrai numéro 6. L'année dernière, je vous parlais de Palhinha, qui a malheureusement signé au Bayern Munich, enfin, heureusement pour lui. Et moi, c'est un joueur que j'aurais adoré voir au Paris Saint-Germain, même si pour un mercato d'hiver, c'est pas très réaliste, on va dire. J'ai donc cherché un autre numéro 6, très grand, très polyvalent, avec une bonne qualité technique pour renforcer le banc et avoir un profil différent. Et je suis donc allé chercher un joueur que peut-être vous ne connaissez pas, Santi Comesaña, joueur de Villarreal, milieu de terrain de Villarreal, estimé à 8 millions d'euros, qui fait une excellente saison avec Villarreal, 12 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, titulaire indiscutable, contrat jusqu'en 2027, et ça pour moi ça peut être une vraie opportunité de mercato d'hiver. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va difficilement refuser le Paris Saint-Germain, parce que Luis Enrique, on le sait que les joueurs espagnols, bah, il a ce petit plus, hein, c'est une vraie légende du football espagnol, autant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Donc c'est assez évident que pour un joueur espagnol c'est compliqué de refuser de se faire entraîner par Luis Enrique, d'aller jouer la Ligue des Champions avec le PSG et de rejoindre un top club européen. Après bien évidemment les gars, là on recrute pas un joueur comme Rodri, comme Claude Makelele ou quoi que ce soit, c'est un joueur on va dire de rotation, c'est un joueur qui va être intéressant dans des matchs où tu as besoin de sécuriser le score,
parce que c'est un joueur plus défensif qu'un João Neves ou qu'un Vitinha par exemple. Si on regarde ses statistiques, vous voyez que c'est très intéressant. C'est un milieu de terrain défensif, regardez les statistiques d'en bas, qui fait des blocs, qui gagne des duels aériens. Ça, on en a besoin. Au Paris Saint-Germain, on prend beaucoup trop de buts sur coup de pied arrêté. On a besoin d'avoir des joueurs qui sont bons de la tête. On a besoin d'avoir des joueurs qui récupèrent des ballons dans les duels aériens sur les 6 mètres, etc. Lui, Santi Komesania, il t'apporte ça. C'est hyper intéressant, les amis. Même si vous ne le connaissez pas, même si là, peut-être vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il raconte ou quoi que ce soit. C'est un joueur qui peut t'apporter sa pierre à l'édifice dans l'effectif, qui peut être un joueur qui va jouer 10-15 matchs sur ses secondes parties de saison, mais qui t'amène une vraie palette tactique et technique différente. On peut regarder un petit peu plus en détail sa fiche Transfermarkt pour ceux qui ne connaissent pas. Donc estimé à 8 millions d'euros, c'est sa plus grosse valeur actuellement de sa carrière, puisque comme je vous le disais, il est sur sa meilleure saison. Donc c'est un joueur qui joue milieu central, milieu défensif, milieu offensif. Comme je vous le disais, titulaire à Villarreal aux côtés de Dani Parejo. Donc lui il est plus sentinelle, Parejo c'est plus ce joueur qui va faire le jeu, etc. Quand on regarde ses statistiques en termes de progressive passes, progressive carries, donc vous voyez qu'il est au-dessus de la moyenne en termes de passes progressives. Et il est au-dessus de la moyenne aussi en termes de course progressive avec le ballon. C'est un joueur qui est à l'aise techniquement. Et les dernières statistiques que je trouve pertinentes de vous montrer, c'est sa complémentarité par exemple avec un Vitinha. Vous voyez que c'est deux joueurs qui se complètent très très bien. Donc Vitinha qui est en vert et Santi Komesania qui est en bleu. Vous voyez, donc c'est un joueur qui va être bien plus défensif. Vitinha l'année dernière par exemple, il jouait milieu défensif, donc sentinelle au PSG. Ça se passait plutôt très bien, mais vous voyez que là c'est un vrai profil différent. Par exemple, si on va jouer contre le Bayern, contre City, je ne sais pas, contre le Real, et qu'on a besoin, on va dire, de sécuriser le milieu de terrain, de sécuriser devant la défense, un Santi Komesania, il peut t'apporter énormément. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, qui vont dire ouais, nous on a besoin de grands joueurs, de joueurs qui peuvent remporter le ballon d'or, de superstars. Je suis d'accord avec vous les amis, je suis le premier à vouloir des énormes joueurs, mais là c'est un mercato d'hiver, on doit saisir les opportunités, et je pense que ça peut être une vraie belle plus-value pour l'effectif du PSG. On arrive sur les attaquants, la famille, le moment qu'on préfère un petit peu tous, hein. C'est les joueurs les plus croustillants, c'est ce qu'on apprécie. On va commencer avec une mauvaise nouvelle puisque j'envoie en prêt Randal Kolo Muani. Ah je sais les amis, je suis peut-être le plus gros défenseur de Randal Kolo Muani en France. Je suis son avocat, je fais que de le défendre. Mais bon, j'ai l'impression qu'il perd son temps au Paris Saint-Germain, que sa relation avec Luis Enrique n'est vraiment pas bonne, qu'il lui donnera jamais la confiance dont il a besoin. C'est un attaquant vraiment qui marche à la confiance comme énormément d'attaquants. Soit quand ils marquent des buts, ils prennent en confiance, soit par leur relation avec leur coach. Alors là on voit que Luis Enrique c'est pas un joueur qu'il apprécie, c'est un joueur qui même des fois il pourrait avoir 45 minutes de temps de jeu, non il lui donne 10 minutes, même lorsqu'on gagne etc. Voilà, c'est vraiment compliqué le management de Luis Enrique face à Randal Kolo Muani. Je comprends les deux parties, je comprends la frustration de Randal, je comprends que Luis Enrique a son idée très précise de son effectif. Mais en tout cas moi je trouve que Kolo Muani mérite plus de temps de jeu, qu'il apporte vraiment quelque chose de différent. Mais bon, je l'envoie en prêt avec une option d'achat, je l'espère, peut-être 35-40 millions d'euros minimum. Ça serait déjà pas mal pour un joueur en vraie perte de confiance. Et je suis sûr que dans son prochain club, il explosera tout. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite parce que ça a l'air d'être un super mec et moi, c'est un joueur que j'apprécie. On se dirige vers le poste d'ailier gauche. Moi, je suis comme vous, hein. J'aimerais bien qu'on recrute un Kvaratskhelia, qu'on recrute un Vinicius, un Rodrigo, etc. Mais ça, on va pas se mentir. Comme je vous le répète depuis le début de cette vidéo, c'est plus pour le mercato d'hiver. Non, c'est plus pour le mercato d'été, pardon. Là, j'ai fait un lapsus non révélateur. C'est plus pour le mercato d'été. Et donc, ouais, pour moi, ça va être compliqué d'aller chercher des Luis Diaz, des Kvaratskhelia. Ça, on va garder ça pour cet été. Là, on va chercher des opportunités. Et donc, il y a une grosse opportunité en ce moment, c'est que l'Olympique Lyonnais a besoin d'argent. Vous me voyez sûrement revenir, c'est Malik Fofana, côté gauche. Ça peut être une vraie belle concurrence à Barcola, hein, même s'il y a des défauts et des qualités. Malik Fofana, rappelez-vous-en pour les anciens de la chaîne, je vous en ai parlé en décembre de l'année dernière pour les joueurs à suivre en 2024. Il était encore à la Gantoise à ce moment-là et c'est un joueur que je surveillais vraiment de près et je vous disais ouais, il a vraiment un gros potentiel pour exploser en Europe. Un mois plus tard, il a signé à l'Olympique Lyonnais, il a explosé à l'Olympique Lyonnais. Même s'il est vrai, il n'est pas encore titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais. On sent que des fois, il joue moins, des fois, il joue plus. Voilà, il a un profil un petit peu différent, ce profil très percutant, très artistique, très dribbleur. Et ça correspond pas forcément à tous les matchs pour l'Olympique Lyonnais, même si selon moi, je le mettrais titulaire indiscutable. Mais bon, Malik Fofana, 15 à 20 millions d'euros pour cet hiver, je trouve que c'est une opportunité de rêve. Surtout quand on a recruté des joueurs à 35-40 millions d'euros, je pense par exemple à Désiré Doué par exemple. Quand tu peux avoir un Malik Fofana à 15-20 millions d'euros, c'est le même genre de joueurs, c'est des joueurs très dans l'avenir. Mais je trouve que Malik Fofana a quand même plus de maturité dans son jeu. Je pense que ça peut vraiment être une superbe recrue pour le PSG. Même si on va pas se mentir, il y a un gros défaut si tu reprends Malik Fofana, c'est que ton côté gauche, tu as Barcola
et Fofana, deux joueurs qui ont très peu d'expérience en Ligue des Champions. Barcola, donc il a découvert la LDC avec le PSG. Malik Fofana, c'est un joueur qui a très peu d'expérience européenne. Là, il joue l'Europa League avec l'Olympique Lyonnais. Bon, en Ligue 1 cette saison, c'est 11 matchs, 3 buts, une passe décisive. Mais c'est surtout des entrées qui font gagner des points à l'Olympique Lyonnais. Quand il rentre à la 60e, il change le match à lui tout seul. Et je vois pas un monde où il ne part pas de Lyon cet hiver. Surtout que Lyon, ils ont besoin d'argent, sinon ils vont aller en Ligue 2 minimum. Donc pour moi, c'est sûr à 90% que Fofana va partir de Lyon cet hiver, un an après être arrivé. Pour moi, c'est quasiment du sûr. C'est un vrai crack du football européen. Et c'est vrai que peut-être en temps habituel, je vous aurais dit... Ouais, c'est un peu trop tôt pour le PSG, peut-être qu'il doit passer par un club intermédiaire, etc. Mais là, à ce prix-là, on parle de 15 à 20 millions d'euros pour aller chercher Malik Fofana. Même si tu le prends et qu'on voit que c'est un petit peu trop tendre pour le PSG au bout de 6 mois, on le prête et puis il revient dans un an. Pour moi, ça peut vraiment devenir une superstar du football européen dans les prochaines années. Donc ça serait con de le rater, surtout à ce prix-là. De mon point de vue, je le vois bien faire la même carrière qu'un Jérémy Doku, par exemple. En plus, les deux sont belges. Mais on va dire que Doku était à Rennes dans un club français, il a explosé à City. Malik Fofana, il est à Lyon, je le vois bien exploser au Paris Saint-Germain par exemple. Je pense que ça peut vraiment être intéressant, cette concurrence Barcola-Malik Fofana. Même si c'est vrai que j'aurais aimé avoir un joueur avec un peu plus d'expérience que Fofana pour ce côté gauche. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais là, honnêtement, c'est une superbe opportunité de marché. Pour ce poste d'ailier droit, je vous en ai parlé sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Ousmane Dembélé, je commence vraiment à en avoir marre. Je t'adore Ousmane, t'as l'air tellement sympathique, t'as l'air tellement cool. Mais en termes d'objectivité, je pense que Ousmane Dembélé ne sera jamais un joueur qui pourra nous faire avancer et nous faire peut-être remporter la Ligue des Champions un jour. C'est un vrai artiste, c'est un vrai ailier percutant, déstabilisateur, il a plein de qualités. Mais ses défauts sont tellement grands que des fois ça nous coûte. Ça nous coûte. En Ligue des Champions, il perd des ballons bêtement. Des ballons dans notre propre moitié de terrain. Ça me rappelle quand Neymar était dans des mauvais jours en Ligue des Champions qui nous faisait perdre des ballons tellement insupportables. Voilà, Dembélé, il est très frustrant. Voilà, Dembélé est très frustrant et je pense qu'il mériterait d'avoir un concurrent un peu plus sérieux que Désiré Doué ou que Kangin Lee, parce que Kangin Lee je le préfère un petit peu plus recentré que sur le côté. Alors dernièrement on nous parle de Ryan Cherki qui serait ciblé par Liverpool pour succéder à Mohamed Salah. Déjà je vois pas le rapport entre Cherki et Salah à part que c'est des joueurs un peu gauchers. Sinon, ils ont rien à voir dans les caractéristiques, donc j'ai du mal à comprendre. Cherki, j'aimerais bien au Paris Saint-Germain, c'est un joueur que j'aime bien, c'est un vrai artiste. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi les recruter Ryan Cherki quant à Kangin Lee. Pour moi, c'est des joueurs qui sont assez similaires. Si on fait la comparaison statistique, on voit que Ryan Cherki est bien plus complet cette saison que Kangin Lee. Même s'il a beaucoup plus de responsabilités à Lyon que Kangin Lee au Paris Saint-Germain, donc c'est différent. Bien évidemment, chaque statistique est à prendre en compte avec le contexte du club, etc. Mais pour moi, ce rôle de gaucher dans le demi-espace, créateur, voilà, pourquoi avoir Cherki quand t'as Kangin Lee? À partir de là, si tu veux recruter Cherki, faut se séparer de Kangin Lee et je trouvais ça un petit peu bête. Pour moi, cet hiver, si ça tenait qu'à moi, je n'irais pas sur Ryan Cherki, même si s'il vient, je serais très content. Mais voilà, ça ferait encore un jeune en plus, voilà, ça ferait beaucoup de jeunes. Et je trouve que son profil n'est pas vraiment indispensable au Paris Saint-Germain. Que en plus de ça, il n'a pas une grande finition. Et qu'un de nos plus gros problèmes cette saison, c'est la finition en Ligue des Champions. Donc je pense que ça ne serait pas vraiment une superbe plus-value. Même si, on le sait, Ryan Cherki, ça peut devenir un excellent joueur s'il arrive à corriger un petit peu ses défauts. Autre rumeur du moment pour ce poste de demi-espace côté droit, ailier droit, c'est Enzo Milio qui a déclaré dernièrement être un grand supporter du Paris Saint-Germain. C'est un joueur dont on a déjà parlé également sur la chaîne, un joueur que j'aime beaucoup. Mais là aussi, je trouve que c'est un petit peu trop tôt pour lui, que son profil n'est pas indispensable au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il doit continuer à performer avec Stuttgart cette saison. En plus, il performe en Ligue des Champions, donc c'est super pour lui. Et peut-être que cet été, ou alors l'année d'après, s'il prend un petit peu plus, on va dire, d'étoffe dans le football européen, s'il commence pourquoi pas à être sélectionné avec Didier Deschamps, etc. Voilà, s'il commence vraiment à avoir plus de matchs références, là pourquoi pas. Mais là aussi, je trouve que ça serait un poil trop tôt et que ça ferait encore un jeune en plus dans cet effectif. Donc pour cette raison, je préfère garder Ousmane Dembélé sur le côté droit cet hiver avec en concurrence de Désiré Doué, que j'aime beaucoup sur le côté droit. Désiré Doué, il est très bon à gauche, même si voilà, il est un petit peu perso, il a un petit peu du mal à s'adapter pour l'instant au PSG. Mais moi j'aime beaucoup quand il joue à droite, je vous l'avais déjà dit cet été quand il est arrivé, au Stade Rennais, en équipe de France Espoir, lorsqu'il est sur le côté droit, je le trouve très pertinent. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de Désiré Doué côté droit en concurrence avec Ousmane Dembélé. Pour ce poste de numéro 9 et de faux 9, Gonzalo Ramos est de retour de blessure. J'ai hâte de le voir. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore revenu.
mais j'ai hâte qu'il revienne parce que c'est un joueur que j'adore. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le profil qu'aime Luis Enrique, hein. On l'a vu l'année dernière, Gonzalo Ramos il a très peu joué, même si on a appris qu'il avait des problèmes de santé, etc. On a l'impression que Luis Enrique veut insister avec ce rôle de faux neuf. Donc là, on a fait partir Kolo Muani. Il nous reste plus que Gonzalo Ramos, Asensio et pourquoi pas Kang In Lee pour jouer neuf. Je pense quand même qu'avec le départ de Kolo Muani, on peut se permettre d'aller chercher une opportunité de marcher devant. Et je trouve que pour ce rôle de faux neuf, un des joueurs qui serait exceptionnel, ça serait Christopher Nkunku, le joueur de Chelsea formé au PSG, qui est un joueur que j'adore, qui est un joueur qui a tout explosé en Allemagne sur les dernières saisons avec Leipzig. Meilleur buteur de Bundesliga en 2022-2023, meilleur joueur de Bundesliga en 2021-2022, vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2022 et en 2023. Il a même mis des triplés face à Manchester City en Ligue des Champions. Enfin voilà, c'est un joueur qui est formé au PSG, qui a cet esprit collectif polyvalent, qui est encore jeune puisqu'il vient de fêter ses 27 ans. Mais surtout à Chelsea, il est en manque de temps de jeu considérable. Et c'est incompréhensible que Enzo Maresca ne fasse pas jouer un de ses meilleurs joueurs. Il a seulement été titulaire une seule fois en Première Ligue cette saison, c'était lors du premier match de la saison. Et depuis, il mange les miettes. C'est fou de se dire ça, parce que bon, Christopher Nkunku, il a eu des problèmes de blessure sur les dernières saisons. Là, il est en forme physiquement, et il est seulement à 154 minutes en Première Ligue. Ça fait même pas 2 matchs. C'est ahurissant. Alors il joue en Conference League, super, hein, il a fait 3 matchs en Conference League, 4 buts. Mais bon, la Conference League, c'est pas du niveau de Christopher Nkunku, lui c'est un joueur de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une vraie opportunité de marché. Il y a des rumeurs comme quoi Nkunku en a marre de pas jouer et qu'il a envie de partir cet hiver. Ça se comprend puisque c'est un des meilleurs joueurs de Chelsea. Ne pas le voir jouer, c'est vraiment frustrant. Alors après, il faut bien préciser que s'il vient au PSG, ça sera pas un vrai numéro 9, hein, ça sera pas un Erling Haaland ou quoi que ce soit. Lui, c'est plus ce rôle de demi-espace, faux numéro 9. Moi, je l'aimais bien à Leipzig lorsqu'il était en faux numéro 9. Mais c'est vrai que là où il est le meilleur, c'est derrière un attaquant. Donc bon, est-ce que ça le fera au PSG? Moi je pense que oui. Est-ce que c'est bon des fois de revenir dans son ancien club? Pas toujours, surtout qu'Nkunku lorsqu'il était au PSG, des fois il montrait des choses assez agaçantes avec beaucoup de nonchalance. Mais bon, je pense que c'est un pari à tenter, un prêt avec une option d'achat à 45 millions d'euros, ça serait excellent. Je vous rappelle que lorsqu'il est arrivé à Chelsea, là il y a 1 an et demi, 2 ans, lorsqu'il arrive à Chelsea, tout le monde le voulait en Europe. Moi le premier au PSG, je le voulais, ça m'aurait trop fait kiffer. Il avait 25 ans à ce moment-là, maintenant il en a 27. Mais voilà, je pense que c'est peut-être l'heure de revoir Christopher Nkunku au PSG, de revoir notre Titi chez nous. Ça serait exceptionnel, il correspondrait vraiment aux qualités qu'aime Luis Enrique, la technique, la polyvalence, la percussion, la prise de risque et une finition hors du commun. Deuxième option dans ce rôle un petit peu de faux numéro 9 qui correspondrait à Luis Enrique, c'est Joshua Zirkzee, l'actuel attaquant de Manchester United qui a vraiment du mal à s'imposer là-bas. On parle de 11 matchs, 1 but, 1 passe décisive cette saison avec seulement 36% de titularisation. Voilà, c'est un joueur qui est un petit peu derrière Højlund, on va dire, dans la concurrence, dans la hiérarchie mancunienne. Là, il y a Ruben Amorim qui arrive à Manchester et apparemment, il ne voudrait pas de Zirkzee. On parle même d'un échange potentiel avec Victor Osimhen du côté de Galatasaray. Voilà, j'espère pour Zirkzee qu'il va pas aller à Galatasaray parce que c'est un superbe joueur. C'est un joueur vraiment que j'ai adoré, même s'il a eu du mal à lancer sa carrière au Bayern, etc. Lorsqu'il était à Bologne l'année dernière avec Thiago Motta, c'était une pépite, c'était un vrai putain de bon joueur et je vous en avais parlé lors du dernier mercato. Je sais plus pour quel club, je crois que c'était pour Chelsea. J'avais dit qu'il correspondrait bien. Bon, s'il peut venir au PSG là, pareil en prêt avec une option d'achat, peut-être à 35-40 millions d'euros, je trouverais ça très intéressant. C'est un joueur vraiment fort techniquement, très grand, très bon dos au jeu. C'est une sorte de mini Zlatan Ibrahimovic un petit peu. Et voilà, j'aimerais beaucoup le voir au PSG. International néerlandais, jeune joueur de 23 ans. Je pense vraiment qu'il pourrait apporter de super belles choses au Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus Team Nkunku ou Zirkzee? Je sais que vous allez me parler de Victor Gyökeres, les amis, hein, je serai le premier à kiffer Victor Gyökeres au PSG, mais apparemment il veut finir la saison avec le Sporting et c'est tout à son honneur, et je pense que c'est un joueur qui correspondrait très bien au jeu de la Première Ligue. S'il vient au Paris Saint-Germain, bien entendu on sortira le champagne parce que voilà, il enchaîne but sur but, c'est un vrai cyborg, mais je ne sais même pas si Luis Enrique cherche ce genre de profil d'attaquant ou s'il veut plus voilà, des joueurs comme Zirkzee ou Nkunku un peu plus polyvalents, des joueurs qui sont capables de dézoner côté gauche, etc. Victor Gyökeres c'est un vrai numéro 9, c'est une sorte d'Erling Haaland un petit peu, je ne sais pas si Luis Enrique ça l'intéresserait. Si on a l'opportunité de le faire, bien entendu il faut le faire, mais parce qu'on sait même pas si Luis Enrique sera encore là l'année prochaine ou dans 2 ans, alors que Victor Gyökeres, s'il peut venir, ce serait exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher un Gyökeres qui est meilleur buteur d'Europe au mercato d'hiver. Ça serait bien qu'il finisse tranquillement sa saison avec le Sporting et que cet été tout le monde se l'arrache. Puis on verra bien où est-ce qu'il atterrit. Et donc en résumé de ce mercato parfait la famille, on est donc sur 4 recrues qui t'amènent de la concurrence, qui t'amènent de l'expérience en Coupe d'Europe quasiment pour toutes les recrues et qui t'amènent des profils différents pour pouvoir espérer performer en Ligue des Champions. Des joueurs en plus qui marquent des buts, que ça soit du milieu de terrain à l'attaquant, c'est que des joueurs qui savent marquer des buts et ça c'est un petit peu ce qui nous manque.
peut-être Malik Fofana qui est un petit peu moins, on va dire, dans ce rôle de buteur. Sinon tout le reste, il marque des buts, il marque des buts importants. Donc je trouve que ce mercato serait cohérent, il coûterait pas trop cher parce que tu aurais des prêts avec des options d'achat, tu aurais des recrues à 10-12 millions d'euros, même à 15 millions d'euros pour Malik Fofana. Voilà, donc ça serait vraiment des opportunités de marché, un vrai mercato hivernal intelligent. Et après cet été, avec Luis Campos ou pas, parce qu'on ne sait pas encore s'il va rester au PSG, là on pourra s'acheter des grands joueurs, j'espère, des Kvaratskhelia, des Luis Diaz, etc. Mais là au moins tu aurais vraiment renforcé ton effectif en saisissant des opportunités de marché. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que tout le monde va pas être d'accord avec mon mercato parce que voilà, c'est pas des strass et des paillettes comme les supporters du PSG aiment, les supporters un petit peu toxiques. Mais voilà, on a essayé d'être réaliste, j'ai essayé de vraiment me creuser la tête, donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous le rappelle, maximum de pouces bleus. Si vous pouvez faire 2000 pouces bleus, ça serait extraordinaire la famille, je compte sur vous. Abonnez-vous, on est bientôt aux 40 000 abonnés, donc c'est un truc de ouf, donc merci à tous. Et bien entendu, si vous voulez parier les amis, uniquement pour ceux qui veulent parier, vous avez le code BR10 avec le lien en description et en premier commentaire pour parier sur TheBet. Vous avez votre premier pari qui est doublé en free bet jusqu'à 100 €, peu importe le résultat du pari. Vous mettez 30 € sur votre premier pari, vous aurez 30 € en free bet grâce au code BR10. Le lien est en description, n'hésitez pas, ça soutient énormément mon travail sur YouTube. Voilà la famille, c'était BR10, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous kiffe, peace.